Bon, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la quatrième session du cycle sur la découvrabilité du livre africain francophone. Le cycle est réalisé avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Aujourd'hui, l'experte Zakia Bouassida abordera un sujet fondamental pour le secteur éditorial, la production de livres audio. Euh, Avant de commencer, j'aimerais juste partager avec les participants et les participantes un formulaire très très simple que nous vous invitons à remplir pour que nous puissions rester en contact pour les prochains ateliers. Je vous envoie ceci via le chat. Donc, voici le lien. Voilà. Et donc, juste euh, courte présentation sur Zakia, son profil, diplômé de l'École normale supérieure de Tunis en études littéraires de l'Université de Sorbonne Nouvelle de Paris 3 en études cinématographiques et audiovisuelles. Zakia travaille depuis 10 ans sur la gestion de projets culturels avec des organisations internationales et dans le secteur associatif. Passionnée de livres, elle lance en 2021 le projet Livox Audiobooks qui vise l'édition et la distribution de livres audio. La présentation de Zakia abordera le livre audio en couvrant son histoire, son essor mondial actuel et sa chaîne commerciale. Elle se concentrera sur les étapes de production et examinera aussi les stratégies de distribution en ligne. L'impact des outils d'intelligence artificielle sur l'industrie sera discuté et la session finira par des conseils pratiques et un espace de questions-réponses. Donc voilà, et j'invite maintenant Zakia à prendre la parole. Merci beaucoup. Merci Octavio et bonsoir tout le monde. Donc je suis ravie de participer à cet atelier, de prendre la parole pour vous parler un peu du livre audio. Il y a un format assez vieux, je dirais, qui est né il y a très longtemps, mais qui est en plein essor aujourd'hui et qui est en train, on peut parler d'un format qui est en train de révolutionner le secteur de l'édition. Donc, je vais partager avec vous mon écran. Euh, alors, voilà. Donc, normalement, là, vous voyez la présentation. Si jamais il y a un problème ou vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, parce que je vais passer quelques audios, vous désactivez le micro et vous me prévenez. Alors, donc, par rapport à cet atelier, l'atelier va s'articuler autour de 5 points essentiels, je dirais. Je vais présenter brièvement le livre audio, un peu un retour sur son histoire, sa naissance et donner quelques chiffres par rapport à ce qui se passe dans le secteur du livre audio aujourd'hui dans le monde, avec un focus sur l'Afrique. On va parler ensuite plus concrètement de la production du livre audio, comment produire un livre audio, quels sont les acteurs de toute la chaîne commerciale, et on va parler aussi de distribution. Il y a ensuite la question des droits d'auteur qui est primordiale, et enfin, on va parler de voix artificielle. Bien sûr, à la fin, vous êtes tous invités à poser vos questions et on pourra discuter et je pourrai vous donner des conseils pratiques. Alors, commençons par le commencement. Donc, qu'est-ce qu'un livre audio? C'est tout simplement un livre en papier. Donc, ça part forcément d'un livre en papier qui est donc dont le texte est lu à haute voix par un lecteur et enregistré en studio. Euh, et donc, ça donne un livre audio. Aujourd'hui, quand on parle, donc, comme vous l'avez vu sur le plan, on va parler tout à l'heure de voix artificielle. Donc, ça peut être aussi un livre en papier qui est interprété, qui est adapté vers un livre audio par une voix artificielle. Mais ça, on en parlera plus tard. Donc, pour résumer, c'est un peu la même démarche que le livre en papier, mais au lieu d'aller chez l'imprimeur, on va aller dans un studio d'enregistrement. Mais
Allons étape par étape. Donc, par rapport au... Donc, pourquoi cet engouement envers le format du livre audio? Parce qu'il y a beaucoup d'avantages en fait. Au début, le livre audio, quand ça a commencé il y a très longtemps, on va voir ça quand on va parler de l'histoire du livre audio. Au début, ça a commencé, l'intérêt pour le livre audio a commencé avec c'est-à-dire on voulait trouver une solution aux personnes ayant des enjeux de vision pour les aider à découvrir la littérature. Donc, on a enregistré des textes pour qu'ils découvrent des œuvres littéraires, tout simplement. Mais avec le temps et surtout avec le rythme effréné qu'on vit aujourd'hui, on a identifié plusieurs avantages liés au livre audio et ce format assez intéressant. Donc, je vais parler du multitasking. Le multitasking, c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Donc, on peut être multitâche. En écoutant un livre audio, on peut en même temps cuisiner, faire du sport, repasser, faire le ménage. On peut écouter un livre audio dans les transports, en conduisant. On peut faire plein de choses en écoutant un livre audio. Et donc, ça nous permet de gagner du temps, on va dire. Parce que pour lire un livre en papier, c'est un réel plaisir, bien sûr, qui ne sera jamais remplacé par l'audio, mais là, on parle d'autre chose. Euh, on peut, c'est-à-dire, au lieu de consacrer un temps précis juste pour la lecture, donc là, on peut découvrir une œuvre littéraire et en même temps faire autre chose. Donc, pour les personnes actives, aujourd'hui, c'est très intéressant. Après, ça permet d'éloigner des écrans. Donc aujourd'hui, un problème auquel tout le monde est confronté, particulièrement les parents qui ont des enfants addicts aux écrans. Euh, Grâce au livre audio, on arrive à les éloigner des écrans. On trouve une nouvelle activité, donc cette activité d'écoute, le plaisir de l'écoute. euh, donc on peut faire passer un livre audio via un Bavel ou bien il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les fabriques à histoire. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, donc c'est assez intéressant. C'est des fabriques à histoire ou bien des boîtes à histoire, donc c'est des sortes de boîtes. Il y en a plusieurs dans le monde maintenant qui sont destinées principalement pour les enfants et c'est des boîtes donc sans écran, une sorte de jeu où il y a plusieurs histoires audio et qui sont généralement connectées à des applications dans lesquelles il y a une infinité de livres audio, d'histoires pour enfants qu'on peut uploader sur ces boîtes à histoires. Et donc voilà, tout ça pour dire que c'est une activité nouvelle, entre guillemets, qui permet aux enfants de découvrir des histoires, de s'amuser en écoutant des voix, des musiques, des effets sonores, tout en étant loin des écrans. Donc ça répond bien sûr à une solution, c'est une solution pour les personnes à besoins spécifiques. Et là, je ne parle pas uniquement des personnes ayant des enjeux de vision, mais on peut parler aussi des personnes qui ont des problèmes de motricité ou bien des seniors. Aujourd'hui, il y a plusieurs seniors qui ont du mal à tenir, qui ont des problèmes d'arthrose, de fatigue, des problèmes de motricité, et qui n'ont plus la capacité de tenir des livres dans leurs mains, entre les mains pendant longtemps. Donc, écouter un livre, ça peut vraiment aider à résoudre plusieurs problèmes. C'est très pratique. Euh, il y a aussi, on peut parler, donc parmi ces avantages, on peut parler de la démocratisation de la lecture. Et là, en effet, donc le livre audio, surtout, donc là, je parle du livre audio numérique. Il peut être disponible partout dans le monde, même dans des villes où il n'y a pas de librairie, donc c'est accessible partout. Et puis, écouter un livre audio ne demande pas les compétences
que demande la lecture d'un livre en papier. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la concentration suffisante ou bien quelqu'un qui ne sait pas vraiment bien lire ou qui ne maîtrise pas beaucoup une langue, il peut très bien profiter de l'écoute d'une histoire, découvrir la littérature ou autre genre. Et ça, c'est l'un des avantages euh, très importants du format du livre audio. Donc ensuite, euh, par rapport aux avantages aussi, je voulais parler aussi de donc, il y a une étude qui a été faite en 2017 par l'Institut West Ed auprès d'élèves américains. Et ça, c'est intéressant parce que donc cette étude a montré que donc des élèves qui ont entre 7 et 9 ans, cette étude a montré que l'écoute régulière de livres audio multiplie par 4 le niveau de compréhension des enfants, par 7 leur vocabulaire et par 4 aussi leur envie de lire. Donc ça, c'est aussi intéressant parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs enfants ou jeunes dans les lycées qui lisent de moins en moins et on est en train de voir que les systèmes scolaires, les écoles sont en train de plus en plus d'utiliser, d'avoir recours aux livres audio pour redonner envie aux jeunes de lire et, euh, et de les encourager à redécouvrir des œuvres littéraires qui font partie de leur programme. Donc, pour mieux comprendre tout cela, revenons un peu sur l'histoire du livre audio et sa naissance. Donc là, vous avez un slide qui résume un peu l'histoire du livre audio. Euh, donc là, j'ai commencé par 1877. Donc là, c'est Thomas Edison qui a inventé, donc Thomas Edison, le scientifique et inventeur américain, qui a inventé le phonographe un an après l'arrivée du téléphone. Donc là, grâce au phonographe, il y a eu les premiers enregistrements de musique et de langue parlée. Et Thomas Edison a été le premier à imaginer comme application à son invention ce qu'il appelle les livres phonographiques, destinés aux personnes ayant des enjeux de vision, justement. Donc tout a commencé avec le phonographe. Ensuite, petit à petit, en 1932, il y a eu l'American Foundation for Blind qui a lancé un premier studio d'enregistrement et qui a produit entre autres des pièces de Shakespeare ou encore la Constitution américaine qui a été enregistrée pour être écoutée. En 69, il y a eu le livre cassette. Donc, si vous vous souvenez bien des cassettes, il y a eu des livres vinyles aussi, des livres disques. Et là, il y a eu beaucoup de contenu pour enfants, surtout. Il y a eu même des boîtiers avec plusieurs cassettes, donc quand le contenu est assez long. Dans les années 80-90, on est passé au CD, qui existe encore aujourd'hui un peu, mais qui est en train de disparaître parce qu'on n'a plus de lecteur CD dans les nouveaux ordinateurs, dans les nouvelles voitures. C'est en train de disparaître petit à petit. Donc ça, c'était les années 80-90. Et c'est en 1997 qu'on est arrivé au livre audio numérique. Donc ce fameux format qui a été lancé par Don Katz, qui est le fondateur d'Audible. Donc Audible, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de livres audio donc qui a été fondée par Don Katz. Donc lui, ce monsieur, il a été à l'origine de la sortie du premier lecteur multimédia numérique qui a été commercialisé à grande échelle et qui a été suivi par la suite de l'iPod. Si vous vous souvenez, ce petit rectangle iPod qui nous permettait d'écouter de la musique numériquement. Et donc ça a vraiment participé à la diffusion du livre audio numérique. En 2000, il y a eu le lancement du premier modèle d'abonnement. Donc là, ça commence à prendre forme.
10 ans plus tard, donc c'est le boom. On peut parler d'un boom réellement parce que le format est adopté. On parle d'un boom qui a atteint son paroxysme avec la pandémie du Covid-19, donc en 2019-2020. Et pour arriver à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est fin 2023, et là on parle vraiment de démocratisation du livre audio. Il y a des centaines de milliers de livres audio qui sont maintenant disponibles dans une multitude de langues, dont plus de 10 000 en langue française. Si on va parler des livres francophones. Donc voilà, et pour vous donner une idée plus claire sur quand je parle de démocratisation, euh, voici, donc j'aimerais vous présenter quelques chiffres. Donc là, on passe au slide des chiffres mondes. Donc là, c'est des chiffres qui représentent un peu les chiffres d'affaires liés au livre audio dans le monde. Il y a aujourd'hui, donc le chiffre d'affaires du livre audio dans le monde est de 5,36 milliards de dollars et il est projeté à 35 milliards de dollars en 2030. Donc, c'est assez énorme. Et actuellement, la croissance est de 26,4% de 2022 à 2023. Donc, c'est pour vous dire l'évolution exponentielle que connaît ce secteur. Quand on voit 26,4%, donc ça reviendrait à doubler le chiffre d'affaires tous les 4 ans. Donc, c'est vraiment une grande opportunité pour les éditeurs, les distributeurs et les plateformes d'écoute. Voilà. Euh, donc on peut dire aussi que 2023 a été donc est la 11e année consécutive où les recettes tirées des livres audio augmentent à 2 chiffres. Donc c'est assez intéressant. Euh, Ensuite, pour se focaliser un peu sur l'Afrique, donc là c'était des chiffres mondes, mais si on voulait voir un peu ce qui se passe en Afrique, donc le livre audio peine à faire partie du marché africain. C'est un peu difficile. Il y a Ulrich Tala Wamba, qui est le directeur exécutif de l'Observatoire africain des professionnels de l'édition, qui a parlé donc de cette difficulté de, de l'essor du livre audio en Afrique. Et il a parlé de deux principales causes. Donc, il parle de la réticence des éditeurs et des auteurs, mais il parle aussi du manque de formation des acteurs du livre. Donc, pour lui, c'est deux raisons importantes. Mais malgré ça, donc même si ça peine à démarrer en Afrique, il y a quelques initiatives qu'il est intéressant de citer. Donc, il y a la librairie numérique africaine au Sénégal, donc qui a qui produit et distribue des livres audio africains via donc le site de la librairie. Il y a euh, Aku Books, qui est une application très intéressante au Ghana, qui produit et distribue des livres audio, qui compte aujourd'hui plus de 150 titres. Donc c'est un travail assez énorme qu'ils ont fait. Et on trouve des livres africains en français, en anglais, mais aussi dans des langues dans des dialectes de différentes régions. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a les éditions Diaspora Noire au Sénégal qui a tenté quelques initiatives. Il y a les éditions Lupepo. Bon, vous ne voyez pas tout sur le slide parce que là, ce que je vais citer, c'est vraiment des initiatives assez timides. On n'a pas vu jusqu'à maintenant une réelle suite, mais c'est important de les citer. Donc je disais, il y a les éditions Lupepo au Cameroun qui ont ajouté quelquefois des CD à leurs livres en papier. Il y a le projet Kesho, donc au RDC, qui a un recueil de 13 histoires accompagnées d'une version audio. Il y a Ayok Africa, qui a
Donc c'est une initiative en Côte d'Ivoire et l'idée c'était d'avoir une plateforme comme AcoBooks, une plateforme de production et de distribution de livres audio, mais qui n'est plus très active aujourd'hui. Donc j'espère que ça va reprendre. Et il y a les éditions Le Fennec au Maroc qui ont tenté aussi de produire un livre audio. Et j'espère donc il va y avoir une suite normalement. Ensuite, pour revenir au slide, donc j'ai parlé du Sénégal, du Ghana. Pour la Tunisie, donc il y a Livox Audiobooks dont je suis la fondatrice. Donc Livox, c'est une maison d'édition en Tunisie, à Tunis, qui produit des livres audio via des plateformes internationales. Donc on n'a pas notre propre plateforme, mais on distribue nos productions sur des plateformes d'écoute à l'international et nous sommes notre propre distributeur. Et enfin, il y a Iqra'li. Donc, Iqra'li, c'est une plateforme d'écoute de livres audio en Égypte qui est très riche en contenu. Donc, il y a beaucoup de livres en arabe, très variés. Et donc, j'espère que ces initiatives vont, vont croître et vont être encore plus solides et qu'on verra d'autres initiatives encore et des projets solides qui vont permettre aux livres audio d'avoir une place importante en Afrique comme par ailleurs dans le monde. Euh, Ensuite, j'aimerais bien parler de YouScript, qui est, puisqu'on est toujours en Afrique, YouScript, c'est une bibliothèque numérique qui a des livres audio, de la BD, des livres numériques, de la presse, donc pas que des livres audio, beaucoup de livres numériques. Mais c'est une plateforme qui est présente dans 11 pays du continent africain, donc c'est assez intéressant, et qui compte plus d'1 million d'abonnés dans le monde, dont plus de 95% sur le continent africain. Et par rapport au livre audio, le livre audio, les lecteurs du livre audio représentent 10,8% des abonnés totaux de YouScript. Donc, on a à peu près 100 000 audiolecteurs africains. Donc, Uscribe a fait une étude récemment sur l'attitude des utilisateurs et sur l'utilisation des contenus sur leur plateforme. Ils ont remarqué que la majorité des audiolecteurs, donc les personnes qui écoutent des livres audio, la majorité se trouve au Maroc. Et par rapport au genre, parce qu'il y a plusieurs genres de livres audio disponibles sur cette plateforme, on a remarqué qu'il y avait 35% des audiolecteurs qui étaient intéressés à la littérature, 35% qui étaient intéressés au contenu santé et bien-être, et le reste, donc c'est entre jeunesse, loisirs et ressources professionnelles. Donc il y a quand même un intérêt pour la littérature, parce que habituellement, on a tendance à croire que le livre audio intéresse surtout les personnes qui sont à la recherche de contenu plutôt de coaching ou de bien-être. Donc oui, c'est vrai, mais pas que. Et vraiment, la tendance de livres audio du genre littéraire et surtout les polars et la science-fiction, c'est en train de devenir de plus en plus écouté. Ça marche de plus en plus. Pour passer à des choses plus précises par rapport au livre audio et pour mieux comprendre la production du livre audio, donc là, on va passer à la partie produire un livre audio. Donc, pour produire un livre audio, il y a toute une chaîne commerciale. Donc, il y a d'abord la partie édition, ensuite la partie production et enfin la partie distribution. Je dirais qu'il y a deux différences principales avec le livre en papier, avec l'édition du livre en papier. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, au lieu d'aller à l'imprimerie, on va aller dans un studio d'enregistrement. Le maquettiste qui va nous faire le travail de mise en page du texte pour l'impression,
c'est le réalisateur du livre audio qui va choisir l'univers sonore. On va voir ça plus tard dans le détail. Et au lieu de vendre dans une librairie, on va vendre sur des plateformes numériques. Donc, et alors je précise que là, quand je dis produire un livre audio, je vais parler du livre audio numérique parce que c'est vraiment le format qui est le plus utilisé aujourd'hui. Donc, pour bien comprendre cette chaîne commerciale, j'aimerais présenter les différents acteurs donc, qui participent à la production du livre audio. Donc, il y a d'abord l'éditeur. L'éditeur, donc ça peut être un éditeur qui a déjà un catalogue de livres en papier, donc un éditeur qui a de l'expérience dans le papier et qui va commencer à produire des livres audio en plus des livres papier qu'il imprime. Et ça peut être aussi un éditeur qui commence par le livre audio. Donc l'éditeur, principalement, son rôle, c'est choisir le titre. Donc, donc c'est lui qui choisit le titre qu'il va adapter en audio. Le choix du titre en général, il est très lié à la question des droits d'auteur. On ne peut pas enregistrer n'importe quel livre, donc on doit acquérir les droits, être sûr qu'on a les droits pour pouvoir l'adapter en version audio, ou bien on peut enregistrer des livres libres de droit. Donc il y a plusieurs livres libres de droit qui sont enregistrés par des éditeurs différents. On peut trouver le même contenu. Je vais prendre l'exemple du Petit Prince. Le Petit Prince existe, donc les traductions, hein, puisqu'elles sont libres de droit, elles existent, les traductions, vous pouvez trouver des traductions enregistrées par plusieurs éditeurs différents. Euh, donc ensuite, l'éditeur, c'est lui qui fait le dépôt légal du livre audio. Ça peut être le distributeur aussi qui le fait, donc la partie dépôt légal, mais en général, c'est l'éditeur. Ensuite, il y a donc l'éditeur. Une fois il a choisi son livre, le livre en papier qu'il veut adapter, il va le prendre et le présenter à un studio d'enregistrement. Et le studio d'enregistrement, il va choisir un réalisateur. Donc le réalisateur, il va faire ce qu'on appelle un script ou une fiche de réalisation. Donc la fiche de réalisation, elle permet la fiche de réalisation, elle permet de détailler le livre en papier, c'est-à-dire le réalisateur, il va lire intégralement le livre en papier, il va l'annoter, il va euh, identifier les mots où il y a des prononciations difficiles, les parties où il y a un rythme particulier à suivre, les tonalités importantes à souligner. Et il va sortir de tout ce travail une fiche de réalisation. Et le rôle de cette fiche de réalisation, c'est de nous faire gagner du temps pendant l'enregistrement en studio. Parce que il faut pas que, une fois arrivé en studio, il faut pas que le lecteur s'arrête pendant 10 minutes pour réfléchir, est-ce que ce nom propre est prononcé ainsi ou de cette manière ou bien comme ça. Donc, il faudrait que tout ça soit préparé en amont pour gagner le maximum de temps possible pendant l'enregistrement. Le script permet aussi de se mettre d'accord avec l'éditeur sur l'univers sonore du livre. Donc le choix de la lecture, de la voix, est-ce qu'il va y avoir un lecteur ou plusieurs lecteurs? Est-ce que il va y avoir des effets sonores, du sound design? Est-ce qu'il va y avoir de la musique ou est-ce que ça va être de la narration simple? Donc tout ça, c'est un travail qui se fait avant l'enregistrement et qui permet de sécuriser le résultat plus tard, d'atteindre un bon résultat professionnel plus tard. Et bien sûr, donc le réalisateur, comme dans le cinéma d'ailleurs, il va diriger le lecteur. Donc le réalisateur, il est présent pendant toutes les sessions d'enregistrement et il va diriger le lecteur, lui indiquer quand il y a des erreurs de lecture, le conseiller quand il y a une tonalité à améliorer, etc. Ensuite, donc,
le réalisateur, rôle très important. Ensuite, il y a le lecteur, donc rôle aussi important. Le lecteur, la lectrice, donc il y a un travail de préparation qui est fait par le lecteur grâce à la fiche de réalisation. C'est un travail de préparation qui est fait avant d'arriver en studio. Donc le lecteur doit vraiment préparer sa lecture avant d'arriver. On a souvent l'impression que lire un livre audio, c'est un exercice très simple et très facile parce que tout le monde lit, enfin, on a l'habitude de lire. Mais souvent, enfin, les lecteurs avec qui que j'ai eu l'occasion de rencontrer ou avec qui j'ai travaillé, ils sont très souvent surpris par la difficulté de l'exercice. Ils me disent, mais quand on arrive en studio, vraiment, là, ils comprennent l'importance de la préparation. Donc, il faut vraiment préparer le texte, préparer le rythme des phrases, le souffle, pour que tout se passe bien en studio et pour que on ne perde pas de temps. Ensuite, il y a le travail de préparation. Ensuite, le lecteur arrive en studio et il fait son travail d'interprétation. Donc, il va interpréter le livre, il va l'enregistrer en audio. Et après, on va en parler tout à l'heure avec plus de détails, mais après tout le travail de montage, révision, etc. En général, surtout quand on a des livres assez longs, donc quand je parle de livres qui font 300, 400 pages, ça équivaut à peu près 8 heures d'écoute et plus. En général, on a souvent besoin d'enregistrer des corrections, c'est-à-dire on revient sur certains passages, certaines phrases, et on enregistre, on corrige certaines fautes ou certains mots qui ont été mal lus ou qu'on n'a pas bien entendu après le montage, etc. Donc il y a la partie correction qui est, on va dire, la finition du livre. Euh, Après, moi, ce que j'appelle le magicien du livre audio, donc c'est l'ingénieur du son. L'ingénieur du son, donc il fait tout pratiquement. Il est présent donc il est présent pendant les séances d'enregistrement. Il fait la prise de son. Au tout début, il s'assure que le lecteur est bien installé, que le matériel fonctionne, que l'ambiance sonore qui est voulue par l'éditeur et le réalisateur est bien mise à niveau. Donc, il s'assure de tout ça. Ensuite, donc il suit l'enregistrement. Il suit le texte aussi avec le réalisateur. Ensuite, il va faire le travail de montage et le travail de mixage. Alors, on a aussi le compositeur. Le compositeur, je l'ai mis avec l'ingénieur du son parce que on n'a pas de musique dans tous les livres audio. C'est-à-dire, mettre une musique sur un livre audio, c'est vraiment un choix artistique qui n'est pas systématique. Il y a plusieurs livres audio qui sont sans musique, mais donc dans les livres audio où il y a de la musique, on fait appel à un compositeur. Et je l'ai mis avec l'ingénieur du son parce que le compositeur et l'ingénieur du son travaillent vraiment ensemble. C'est un travail euh, donc très proche, dans le sens où le compositeur compose sa musique, mais c'est l'ingénieur du son qui va venir insérer cette musique au bon endroit, au bon moment, avec dans les dialogues. Donc j'ai choisi pour vous donner un exemple, j'ai choisi un court extrait du Petit Prince traduit en dialecte tunisien. Euh, et là, vous allez voir le travail. Donc, pour enregistrer Le Petit Prince, on a fait appel à un compositeur qui a travaillé en collaboration avec l'ingénieur du son. Et là, dans cette partie, c'est Le Petit Prince. Je vous l'explique parce que c'est en dialecte tunisien, pour ceux qui ne comprennent pas la langue. Donc là, donc Le Petit Prince, comme vous le savez, il voyage d'une planète à l'autre. Et là, il arrive son voyage vers la planète Terre. Donc c'est le moment où on va lui conseiller d'aller sur la planète Terre parce que c'est la plus intéressante. Donc, on a essayé d'insérer la musique pendant les derniers mots et après,
on a mis une musique qui montre un peu le mouvement du Petit Prince qui voyage vers la planète Terre. Donc, je vous fais écouter l'extrait. أول مرة يحس بندم، أما تشجع وسأل وين تنصحني باش نمشي؟ جاوبوا الجغرافي كوكب الأرض عنده سمعة باهية. مشى الأمير صغرون وهو يخمم في الوردة متاعو. Voilà, donc c'était la pause musicale. Donc, des fois, la musique joue un rôle important dans un livre audio parce que, enfin, souvent, pas des fois, quand elle est choisie, parce que justement, elle peut, par exemple, dans ce cas, c'est vraiment le voyage, c'est la musique qui accompagne le voyage du Petit Prince et on l'imagine en train de faire son chemin vers la planète Terre. Donc voilà, pour revenir aux fiches métiers, donc أول مرة يحس pardon, Euh, أول donc on a ensuite le réviseur. Donc le réviseur, pareil, donc pour les livres en papier, on fait toujours appel à un réviseur qui va tout relire, identifier les coquilles, corriger, etc. Donc là, pareil, on fait appel à un réviseur qui va suivre le texte écrit et écouter l'enregistrement qui a été fait et qui va nous signaler quand il y a des erreurs de prononciation, de lecture, de montage, des fois aussi. Euh, donc, il va noter toutes les corrections à faire et c'est à partir de là qu'on fait la séance des corrections dont j'ai parlé tout à l'heure avec le lecteur et ou avec l'ingénieur du son. Il y a aussi le graphiste, donc on a toujours besoin d'un graphiste. Le graphiste, il va concevoir la couverture du livre audio qui est en général au format carré. Comme une fois le livre audio fini, on le distribue sur des plateformes d'écoute et en général, les plateformes d'écoute exigent un format carré ou un certain format. Donc, on doit adapter la couverture du livre en papier, l'adapter en couverture de livre audio. En général, on choisit la même couverture, hein, on reprend la même couverture et on ajoute le nom du lecteur. On ajoute aussi le logo de l'éditeur audio, etc. Donc là, c'est le travail du graphiste. Ensuite vient le distributeur qui va distribuer. Donc chaque éditeur choisit son distributeur, hein, il peut être aussi son propre distributeur. Et là, le distributeur, il va se charger de distribuer notre livre audio sur plusieurs plateformes d'écoute, veiller à ce qu'il soit disponible un peu partout. C'est lui qui va faire le travail de diffusion, qui n'est pas encore évident, hein, parce que donc toute la partie mise en avant du livre audio sur des plateformes il y a des algorithmes, enfin, c'est assez compliqué, donc euh, c'est pas encore idéal. Euh, et donc maintenant, concrètement, là, j'ai présenté brièvement donc les différents acteurs. Maintenant, je vais essayer de vous montrer vraiment étape par étape la production du livre audio. Je vais reprendre un peu ce que j'ai dit, mais en allant un peu plus dans les détails pour que ça soit plus clair. Et donc là, vous allez voir ce qu'on a vu au tout début, la partie édition, la partie production et enfin la partie distribution. Donc les étapes de création par rapport à l'édition. Donc il y a le choix du titre. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le choix du titre, c'est très important car il y a la question des droits. Il y a la question des droits, d'où l'intérêt
quand on est éditeur de livres en papier, c'est très intéressant de se mettre à éditer des livres en audio parce qu'on a tout un catalogue. Donc, on a les droits sur tout un catalogue en général et donc on peut se permettre de choisir des titres de notre catalogue et de les adapter en version audio. Par contre, quand on est tout simplement éditeur audio, on n'a pas de catalogue papier. À chaque fois, on est obligé d'aller voir l'éditeur du livre en papier et de négocier les droits, de voir comment trouver une entente pour pouvoir l'enregistrer en audio. Donc, c'est important de choisir le titre par rapport à la question des droits, par rapport à notre cible aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut, à qui on veut s'adresser? Si on veut s'adresser à un public plutôt jeune, donc on va choisir des titres jeunesse. Et puis, il y a la question des genres. Tout à l'heure, j'ai parlé du genre science-fiction et polar qui marche très bien en audio. Donc, si on va choisir un titre si on veut que notre titre cartonne, peut-être qu'on va commencer par ça au début. Donc voilà, il faut décider de ce qu'on veut faire, quelle est notre cible, et à partir de là, on choisit le titre et on réfléchit à la question des droits. Ensuite, il y a la négociation des droits d'auteur. Donc là, on y reviendra tout à l'heure. On a une partie consacrée aux droits d'auteur. Ensuite, on va choisir le producteur. Donc, on va aller voir un studio d'enregistrement ou bien, comme, comme ce que j'ai fait, installer votre propre studio d'enregistrement. Donc, moi, j'ai décidé, en tant qu'éditrice, j'ai décidé d'investir dans mon propre studio d'enregistrement. Mais en général, les éditeurs de livres audio, ils vont choisir un producteur et avec ce producteur, ils vont se mettre d'accord sur la réalisation du livre audio, l'univers sonore, et c'est le studio d'enregistrement qui se charge de tout, comme une imprimerie se charge de l'impression du livre en papier. Ensuite, on va choisir, donc l'éditeur choisit son distributeur. Donc, soit il distribue ses propres livres audio en signant des partenariats avec différentes plateformes de diffusion de livres audio, ou bien, et ça c'est intéressant, quand il a un grand catalogue de livres audio, il fait appel à un distributeur. Je peux citer par exemple l'un des plus grands distributeurs aujourd'hui, c'est Bookwire ou bien Numilog. Mais pareil, la distribution, on y reviendra plus tard. Donc là, on fait appel à un distributeur qui, lui, va se charger de toute la partie distribution. Donc l'éditeur, voilà, il prépare, il reçoit son livre audio de chez le studio d'enregistrement, il va le livrer au distributeur et le distributeur va faire tout le reste du travail. Donc après, il y a la conception de la couverture du livre audio, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour la partie production, donc il y a le choix de l'univers sonore. Donc on décide notre livre audio. Est-ce qu'il va y avoir du son? Est-ce que ça va être une lecture neutre? Est-ce qu'il va y avoir plusieurs lecteurs, un lecteur? Une fois ce choix décidé, on va faire un casting. On va lancer un casting. Donc souvent, les studios d'enregistrement qui sont habitués à enregistrer des livres audio, ils ont une base de données avec plusieurs voix différentes. Et à partir de cette base de données, ils vont choisir une voix qui correspond au livre choisi et ils vont la proposer à l'éditeur. Ou bien, ils lancent un nouveau casting et ils font appel à de nouvelles voix. Et donc, il y a des personnes qui viennent passer le casting, qui vont lire des extraits du livre en question. Et si l'éditeur et le producteur sont d'accord sur une voix, là, ils peuvent commencer le travail. Alors, juste un détail par rapport à la lecture, par rapport au casting. Donc, c'est important de préciser que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'exercice de lecture, c'est un exercice assez difficile. Donc, c'est bien de faire appel à des comédiens professionnels, donc qui sont habitués et qui sont habitués à la lecture et qui ont le souffle suffisant pour pouvoir tenir. Et c'est pas nécessairement pour jouer, parce on n'est pas en train de faire du théâtre dans le livre audio. Donc la lecture, ce n'est ni du théâtre ni de la radio, c'est vraiment
un entre-deux. Après, bien sûr, c'est le réalisateur qui va définir le choix de le type de lecture, mais en général, on essaie de se rapprocher de cette voix intérieure qu'on a quand on lit nos livres en papier. Donc, ça crée une certaine intimité avec le livre et une certaine intimité entre le livre audio et l'audiolecteur. Et donc, ça peut être des comédiens professionnels. C'est important aussi que ce soit, quand ce n'est pas des comédiens, mais même quand c'est des comédiens, c'est important que ce soit des personnes qui maîtrisent vraiment la langue du texte, tout ce qui est syntaxe. Donc, c'est très important. La maîtrise de la langue est très importante parce que ça s'entend. Et même par rapport, pour pouvoir avoir un bon rythme de lecture, pour trouver la bonne tonalité, pour que l'audiolecteur ne décroche pas, pour qu'on tienne toujours en haleine notre audiolecteur pour que ça soit vraiment une belle lecture, il faut quelqu'un qui maîtrise la langue. Et donc ça, c'est important. Et ça peut être vraiment une personne lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste doué pour la lecture. Ça peut être quelqu'un qui n'est ni prof de langue, ni comédien, mais qui est vraiment voué à la lecture. Donc c'est bien de donner la chance à tout le monde pour essayer de lire des livres audio, mais il faut vraiment bien faire son choix par la suite. Il faut aussi quelqu'un de très patient parce que c'est très chronophage. Enregistrer un livre audio, ça prend beaucoup de temps quand c'est une voix humaine et donc il faut vraiment beaucoup de patience. Il y a souvent des passages difficiles qu'on répète plusieurs fois, etc. Donc ça, c'est par rapport au casting et au choix du lecteur. Si on va passer par la suite, donc pour avancer dans la partie production, donc une fois le lecteur choisi, donc le réalisateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va faire sa fiche de réalisation, son script. Ensuite, il y a la préparation de la lecture. Donc la préparation de la lecture, elle se fait entre le réalisateur et le lecteur à travers cette fiche de réalisation. Le lecteur doit prendre le temps suffisant pour bien préparer sa lecture avant chaque séance, avant d'arriver en studio. Euh, Ensuite, on passe à l'enregistrement. Et là, l'enregistrement, vraiment, c'est l'ingénieur du son qui va prendre le contrôle avec le réalisateur. Et c'est vraiment important que les conditions d'enregistrement soient idéales. C'est important que le lecteur soit à l'aise, soit dans les meilleures conditions. Et par rapport au rythme d'enregistrement, ça dépend des lecteurs. C'est-à-dire, moi, de par ma petite expérience dans l'enregistrement de livres audio, et à travers les échanges que j'ai eus avec d'autres studios d'enregistrement de livres audio, il y a des lecteurs qui sont capables de lire avec une très bonne qualité, avec un rendu excellent pendant 8 heures de travail. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables de dépasser 2 heures d'enregistrement. Et c'est important de suivre le rythme du lecteur parce qu'une voix fatiguée, ça s'entend. C'est-à-dire, c'est très important pendant l'enregistrement de faire attention à ce que l'énergie et la tonalité de la voix au début de l'enregistrement soient la même à la fin de l'enregistrement. Il ne faut pas qu'il y ait une chute. Donc ça c'est important. On essaye toujours de revenir au début de la séance, écouter la voix pour être sûr que le lecteur est encore en forme, qu'il peut tenir encore. Donc vraiment, l'enregistrement dépend du rythme du lecteur et de son souffle. Une fois le livre audio enregistré, on va passer au montage, ce qu'on appelle un montage brut. Donc, c'est un premier montage que l'ingénieur va faire. Ce premier montage, c'est juste le choix des bonnes prises qui se suivent. C'est une écoute de tout le livre avec les bonnes prises. Et ce montage, il va être envoyé au réviseur qui, lui, va écouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, va écouter l'intégralité du texte en suivant le texte en papier et il va identifier euh, les, les,
les endroits où il y a eu des erreurs de lecture, des erreurs le rythme de la phrase n'y est pas, où il y a eu par exemple des erreurs de prononciation, des oublis ou même des erreurs de montage. Des fois, l'ingénieur du son, il peut se tromper, sauter une phrase ou bien répéter la même phrase deux fois, ça arrive. Donc, c'est important de faire ce travail de révision. Une fois toutes les erreurs identifiées, on va enregistrer les corrections si nécessaire. Donc, des fois, ce n'est pas nécessaire de faire appel de nouveau au lecteur. On va juste faire les corrections avec l'ingénieur du son. Une fois tout est fini, on va faire le montage. C'est fini maintenant, on a tout corrigé. On va monter tout notre travail. On va faire une réécoute. Alors, après, ça dépend des éditeurs, hein. Pour moi, réécouter un livre audio, c'est toujours important et c'est toujours intéressant parce que à chaque fois, on peut trouver des oublis, des petits détails. Il faut vraiment c'est important d'être perfectionniste, dans ce genre de travail parce que, une erreur par-ci, une erreur par-là, vraiment, ça fausse tout le travail, alors que c'est un travail qui prend beaucoup de temps, qui est très important. Donc, une fois la deuxième révision faite, on passe aux finitions et donc l'ingénieur du son fait le mixage. Le mixage, c'est vraiment de tout mettre à niveau, les volumes. S'il y a de la musique, c'est là où il va intégrer la musique, comme vous l'avez écouté tout à l'heure dans l'extrait. Donc la musique qui va venir en même temps que le texte et ensuite continuer toute seule. Ou bien s'il y a des effets sonores, par exemple, des fois on veut mettre un son de pluie, un son d'une porte qui frappe. Enfin, on frappe à la porte, on écoute les coups, etc. Donc vraiment, c'est tout le travail de sound design qui est finalisé pendant le mixage. Après tout ça, une fois tout le livre audio prêt à l'écoute et révisé une dernière fois, on va passer au dépôt légal. Donc pour la Tunisie, je ne sais pas pour les autres pays, mais en tout cas ici en Tunisie, on fait le dépôt légal auprès de la Bibliothèque nationale, où on obtient un numéro ISBN pour notre livre audio. Et donc ce dépôt légal, il nous permet de protéger notre livre audio, mais aussi il est demandé dans toutes les plateformes d'écoute. Donc, pour uploader un livre audio sur une plateforme, il faut obligatoirement, en général, avoir le numéro ISBN, enfin avoir fait le dépôt légal. Euh, donc, ensuite, on va passer à la distribution. Donc, pour la distribution, on parle de métadonnées. Donc, c'est quoi les métadonnées? Donc, une fois notre livre audio prêt, on a la couverture du livre audio qui a été conçue par le graphiste, donc qui est prête. La couverture du livre audio, c'est la première. Il y a un micro désactivé, s'il vous plaît. Voilà, donc je vais reprendre. Une fois la couverture du livre audio une fois la couverture du livre audio prête, on va préparer les métadonnées. Les métadonnées, c'est vraiment toutes les informations liées au livre audio, c'est-à-dire le résumé, le nom du lecteur, le nom de l'auteur, la durée du livre audio, très important parce qu'il y a plusieurs audiolecteurs qui choisissent leur livre selon la durée. En général, quand on paie un abonnement qui nous permet l'accès à un titre sur une plateforme, on a tendance à choisir des livres audio qui durent 23 heures et plus parce que c'est intéressant. Ça peut nous tenir un mois. Euh, donc la durée du livre, les mots-clés. Alors les mots-clés aussi, c'est très important. C'est un travail vraiment très minutieux à faire dans l'élaboration des métadonnées du livre audio parce que souvent sur les plateformes d'écoute, il y a un algorithme qui met en avant certains livres selon les mots-clés justement. Ou bien c'est très utile aussi quand l'audiolecteur fait une recherche. Si on a envie d'écouter
une romance ou bien un livre de science-fiction, quand on va écrire science-fiction, thriller, etc. Donc là, ces mots-clés, on va avoir notre livre audio, puisqu'on a déjà préparé dans notre fiche de métadonnées tous les mots-clés, notre livre, il va tout de suite apparaître en premier. À l'audio-lecteur pour sa recherche. Donc, c'est très important de détailler et de mettre le maximum de mots-clés pour optimiser la visibilité de votre livre audio sur la plateforme. Et ça, c'est un travail qui est fait par le distributeur normalement, hein. Euh, Ensuite, donc une fois les métadonnées prêtes, il y a donc la couverture, la fiche des métadonnées, la préparation des fichiers, donc le fichier du livre audio, comment il va être envoyé, est-ce qu'il va être envoyé en un seul fichier ou bien par chapitre, donc on a plusieurs fichiers par chapitre. Bref, je ne vais pas entrer encore plus dans les détails, mais voilà, tout ça, c'est le travail du distributeur qui va faire le nécessaire pour que votre livre audio soit le plus acceptable possible pour la plateforme. Donc, parce que les plateformes d'écoute sont très exigeantes et il y a des normes auxquelles vraiment des normes qu'il faut suivre. Enfin, il y a la partie communication et promotion. Donc, bien sûr, il y a la partie diffusion, donc tout l'aspect commercial, la mise en avant des livres audio, mais voilà, c'est pas encore évident pour le livre audio. Pour la communication et la promotion, donc c'est très important de réunir le maximum d'éléments pour pouvoir communiquer plus tard sur l'apparition d'un livre audio. Donc on a les séances d'enregistrement qu'on doit utiliser pour prendre des photos, prendre en vidéo, faire des captations vidéo des séances d'enregistrement, interviewer le lecteur, l'auteur, l'ingénieur du son, pourquoi pas, le compositeur, etc. Donc il y a tout un univers qu'on peut créer autour du livre audio pour avoir une bonne communication. Et il y a aussi l'événementiel, donc organiser des événements, organiser des lectures où le lecteur lit des extraits. Alors, ce qui marche le plus aujourd'hui, et j'espère qu'on va y arriver en Tunisie et dans d'autres pays en Afrique, c'est vraiment ce qui marche le plus, c'est la sortie simultanée de livres en papier et audio. Et ça, c'est génial parce que ça permet d'avoir des événements très riches, d'avoir l'auteur qui signe son livre en papier, d'avoir le lecteur qui va lire des extraits, on peut créer on peut organiser plusieurs événements, créer toute une dynamique autour du livre et ça renforce vraiment la communication. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une communication pour le livre en papier, une communication pour le livre audio, et tout est éparpillé, on réunit tout ça, on met la main dans la main et on organise une bonne communication qui va booster les ventes de nos livres papier et audio. Donc voilà, la sortie simultanée, c'est ce qui marche le plus. Pour continuer sur la distribution, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je parle toujours dans cette présentation de livres audio numériques parce que le CD n'est plus à jour. Par rapport au numérique, donc quand on a un format numérique, on parle de distribution en ligne. La distribution en ligne, donc ce que je conseille, c'est que quand on a un grand catalogue de livres audio, il est très important et même essentiel de faire appel à un distributeur. Parce que il va tout organiser, il va nous faire gagner beaucoup de temps, c'est lui qui va identifier les meilleures plateformes d'écoute et veiller à ce que votre livre audio soit présent dans le maximum de plateformes, avec votre accord pour chaque plateforme, bien sûr. Là,
Donc là, j'ai mis quelques exemples hein, de ce que vous voyez sur ce slide. C'est vraiment quelques exemples de plateformes. Il y en a beaucoup plus. Mais donc, il y a Audible de Amazon qui compte plus de 300 000 titres et c'est accessible partout dans le monde. Il y a Storytel donc il y a Storytel MENA dans la région MENA avec beaucoup de contenu en arabe. Et il y a Storytel France qui est installé dernièrement en France. Euh, avec du contenu en français. Donc, il y a des contenus en anglais aussi, c'est présent un peu partout. Il y a YouScript dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique. Il y a Boucle d'oreille. Boucle d'oreille, c'est une librairie qui vend des livres audio à l'unité. Ce qui est rare parce que sur les autres plateformes, en général, c'est des abonnements. Donc ça fonctionne à l'abonnement et c'est du streaming ou bien du téléchargement. Mais Boucle d'oreille et Nara, que vous voyez juste à côté. Donc Nara Audio, c'est une plateforme québécoise et qui vend aussi à l'unité. Donc vous achetez votre livre audio à l'unité. Ça a un prix qui est bien sûr différent du prix de l'abonnement. Vous le téléchargez sur votre smartphone et vous le gardez dans votre bibliothèque. Et c'est des fichiers qui sont sécurisés. Il y a Olids, donc Olids, c'est une plateforme assez récente qui est née en Tunisie. Et c'est une plateforme, c'est un peu comme YouScript, c'est une plateforme numérique de streaming où vous pouvez trouver des livres numériques, mais aussi des livres audio. Donc là, pareil, c'est du streaming, c'est pas en téléchargement et ça fonctionne par abonnement. Il y a BookBeat. BookBeat, donc très présent en Europe, Nextory et beaucoup d'autres plateformes qui permettent vraiment d'être accessibles partout dans le monde. Donc ça, c'est le travail du distributeur. C'est vraiment veiller à ce que votre livre audio soit présent partout. Ensuite, il y a la partie diffusion, donc la commercialisation, la mise en avant de votre livre audio. Ça, pareil, donc toutes les plateformes ne fonctionnent pas de la même manière. Donc des fois, on essaye euh, de courir derrière les plateformes d'écoute pour leur demander de mettre notre livre audio en avant. On les prévient à l'avance de sa sortie pour qu'ils préparent avec nous la communication autour du livre audio. Ils peuvent mettre en avant votre livre audio via une bannière, via l'envoi de notifications aux utilisateurs. Donc il y a pas mal de manières. euh, qui permettent la mise en avant du livre audio, mais ce n'est pas possible avec toutes les plateformes. C'est pour ça tout à l'heure je disais que c'est pas encore évident ce travail. Euh, il y a des plateformes qui fonctionnent uniquement à l'algorithme, c'est-à-dire les livres audio qui vont sur certaines plateformes, les livres audio qui vont paraître en premier pour moi ne sont pas les mêmes qui vont paraître en premier pour une autre personne. Ça dépend de nos centres d'intérêt, etc. Donc voilà, c'est à développer. Donc l'idée vraiment, c'est de ne pas jeter un grain de sable dans un désert. C'est-à-dire, c'est pas intéressant de mettre un livre audio sur une plateforme pour qu'après personne ne le voit. Donc il faut vraiment toujours trouver un moyen pour que le livre audio soit visible sur la plateforme pour les audiolecteurs. Euh, Donc ensuite, je vais passer à la question des droits d'auteur. Donc pour les droits d'auteur, euh, on va faire simple. Donc c'est une question essentielle. En général, pour éditer un livre audio, il faut tout d'abord s'assurer d'obtenir les droits. Donc d'où l'intérêt de se lancer dans la production du livre audio quand on est éditeur papier. J'évoquais ça au début. Et, euh, et, euh, et donc, il n'y a pas vraiment de règles, hein, mais en général, c'est l'ayant droit du texte original
qu'on doit contacter. Donc, c'est soit l'auteur, soit l'éditeur qui détient les droits de l'auteur, ou bien un membre de sa famille quand l'auteur est défunt. Donc, c'est l'ayant droit avec qui on doit négocier les droits. Soit on achète les droits et on les adapte en audio, soit on se met d'accord sur un partage des revenus, soit on donne un avaloir plus un partage des revenus sur les ventes. Il y a le lecteur, donc c'est important de veiller aux droits du lecteur parce que surtout avec la question de la voix artificielle qui est vraiment en plein essor aujourd'hui, ça avance à un rythme fou. Donc il y a plusieurs lecteurs qui se sont retrouvés face à la problématique de la voix artificielle, qui ont vu leur voix utilisée. Euh, c'est important de aujourd'hui, plusieurs lecteurs veillent à ce que sur le contrat, on s'assure que l'éditeur audio ne va pas vendre les rushs des enregistrements ou les mettre à disposition comme ça pour des personnes qui vont développer des voix artificielles à partir de leur voix. Il faut veiller aux droits du compositeur aussi pour que sa musique ne soit pas utilisée n'importe où, n'importe quand, et veiller aux droits du livre audio, donc l'enregistrer, faire le dépôt légal, faire le nécessaire pour que le livre audio ne soit pas utilisé n'importe comment. Après, par rapport au pourcentage, donc il n'y a pas de règles précises, c'est vraiment des négociations à faire, euh, des négociations qui se font entre l'éditeur et les droit, etc. Euh, donc, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Euh, le temps presse, je dois avancer. Euh, donc, la question des droits. Ah oui, un point important aussi. Donc, souvent, dans les livres audio, on fait appel à des lecteurs connus, à des comédiens connus, parce que vraiment, ça joue énormément. Le lecteur, c'est lui qui peut apporter le livre audio. Et très souvent, les livres audio, enfin, les audio-lecteurs choisissent le livre selon le narrateur et pas selon le titre du livre ou bien le genre. Il y a beaucoup d'audiolecteurs qui c'est comme les tendances dans le cinéma, c'est-à-dire on aime un acteur et donc on va regarder tous ses films. C'est la même chose qui se passe un peu dans le livre audio. Quand on aime une voix, on va vraiment chercher à écouter toutes les recherches se font sur les plateformes se font par le nom du lecteur. Donc il y a plusieurs lecteurs de renommée ou bien des comédiens qui sont déjà connus dans le théâtre ou dans le cinéma qui vont lire des livres. Et là, les cachets des lecteurs sont très importants. Donc, euh, donc là, ce qui se passe, c'est que avec la question de la notoriété des lecteurs, dont le cachet peut aller très loin, il y a la possibilité de partager les revenus avec les lecteurs. Donc ça, c'est un point par rapport au partage des revenus. Ensuite, je vais parler rapidement des DRM. Donc, c'est quoi DRM? Le DRM, c'est Digital Right Management, c'est la gestion des droits numériques. Et donc, c'est un verrou numérique. C'est un verrou numérique qui est utilisé, qui a été beaucoup utilisé sur les livres numériques et qui est utilisé par les fournisseurs de contenu pour s'assurer que les fichiers numériques audio sont utilisés et distribués correctement. C'est utilisé dans la musique. Il y a Audible, donc la plateforme d'écoute que j'ai citée au début, qui protège ces livres audio avec des DRM. Euh, mais même sans DRM, donc il y a d'autres plateformes qui, même sans DRM, arrivent à protéger le fichier du piratage en le signalant. Pour vous donner un exemple, donc j'ai moi-même été confrontée à un problème de piratage. Donc en tant qu'éditrice de livres audio, on a un livre audio qui a été piraté.
Bon, je vous avoue que j'ai été très contente parce que ça montre un certain succès du livre audio. Mais donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a contacté les plateformes pour voir, pour trouver un peu la source de ce piratage. Et effectivement, après tout un travail, vraiment toutes les plateformes ont répondu très rapidement, ont été très réactives par rapport à ce problème, et on a réussi à identifier la plateforme à partir de laquelle le fichier audio a été piraté, et ils sont tout de suite passés à l'acte, et le fichier source a été détruit et enfin, le site de piratage a été signalé, etc. Aujourd'hui, le livre audio n'existe plus enfin, le livre audio piraté n'existe plus. Donc oui, il y a ce qui est certain, et là vraiment je parle de cette expérience, ce qui est certain, c'est que la majorité des plateformes d'écoute font un très bon travail, c'est-à-dire veillent vraiment à ce que les fichiers audio soient protégés au maximum. Euh, voilà. Donc là, je vais passer à la voix artificielle, sujet assez intéressant aujourd'hui, qui est d'une grande actualité dans le secteur du livre audio. Moi, ce que je voulais dire brièvement, c'est que c'est-à-dire c'est une évolution qu'on ne peut pas nier, c'est-à-dire c'est une évolution qui est en train de se faire à une vitesse incroyable. Et euh, s'il vous plaît, il y a un micro désactivé, s'il vous plaît. Euh, Voilà, et donc, même si plusieurs acteurs du livre audio ont peur, entre guillemets, de la voix artificielle et sont un peu réticents par rapport à ça, il faut vraiment, c'est important d'être au courant de ce qui se passe, de suivre ce qui se passe pour voir les différentes possibilités. Euh, et pour voir comment la voix artificielle, quelle est la place de la voix artificielle dans ce secteur justement. Donc pour commencer, je voulais vous montrer une vidéo vite fait, une vidéo enfin vous allez voir, mais qui explique, enfin qui montre un exemple de voix de synthèse. Donc la voix de synthèse. Euh, qui est apparu, qui a commencé en 1939. Donc c'est vraiment très très vieux. Donc je vous montre vite fait la vidéo. Voilà. The machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me, with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Donc voilà, comme vous le voyez, comme vous l'avez vu, pardon, un peu de musique. Donc la voix artificielle, comme vous l'avez vu, la voix de synthèse plutôt, elle existe depuis 1939. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Donc on est venu ajouter à la voix. Est-ce que vous m'écoutez? C'est bon? Donc, on est venu ajouter à la voix de synthèse l'intelligence artificielle pour avoir la voix artificielle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a utilisé de la big data, on a donné beaucoup d'informations à la voix de synthèse. Et surtout, ce qui a changé, c'est la partie émotion, parce que ce qu'on s'est toujours dit, c'est que oui, ok, il y a la voix de synthèse, la voix artificielle qu'on utilise pour tout et n'importe quoi, mais pour lire des livres audio, il faut de l'émotion, mais ça c'est-à-dire en donnant plusieurs informations
à la voix de synthèse et avec l'intelligence artificielle et avec cette possibilité d'imitation en donnant beaucoup d'exemples d'émotions, de lecture, etc., on arrive à avoir une voix artificielle qui est des fois difficile à distinguer avec une voix humaine. Après, la différence qui existe encore, c'est que on peut euh, c'est-à-dire, on peut écouter quelques secondes et ne pas faire la différence, mais au bout de 5 minutes, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais il faut suivre cet avancement et je pense qu'on n'y est pas encore, mais on va arriver à cette voie, euh, ce qu'on appelle voie de l'émotion. Donc, je voulais vous montrer vite fait un exemple de générateur de voix, juste pour vous donner un exemple, donc ça c'est Eleven Labs. Je vais écrire par exemple une phrase, donc la voix artificielle est de plus en plus utilisée pour la lecture de livres audio et c'est incroyable. Quelle, quelle place pour le lecteur de demain. Donc, on va choisir ici la voix artificielle qui va la lire. Donc, je vais mettre Charlie. Charlie va nous lire cette phrase. Donc là, il est en train. La voix artificielle est de plus en plus utilisée pour la lecture de livres audio et c'est incroyable. Voilà. Quelle Ensuite, place je pour le vais lecteur de choisir demain? Glinda, par exemple. La voix artificielle est de plus en plus utilisée pour la lecture de livres audio et c'est incroyable. Quelle place pour le Donc lecteur de voilà, demain? on sent quand même une différence, mais on voit ici, je vous montre un autre exemple, une AI qui est une intelligence artificielle qui lit un exemple de livre audio en anglais. Chapter 1 An Unexpected Party. In a hole in the ground, there lived a hobbit. Not a nasty, dirty, wet hole, filled with the ends of worms and an oozy smell, nor yet a dry, bare, sandy hole with nothing in it to sit down on or to eat. Voilà, ça c'est un autre exemple. Après, ce que je voulais vous montrer aussi par rapport aux différentes évolutions, par exemple, on peut avoir, ici on va choisir une voix, donc on va choisir la voix de Charlotte par exemple, et Charlotte, donc cette même voix artificielle, elle va nous prononcer des phrases en différentes langues, mais c'est la même voix. C'est-à-dire on peut faire parler cette voix plusieurs langues, donc là elle va parler en anglais. What is not started today is never finished tomorrow. Là, elle va parler en français. Ah, j'ai atteint la limite. Ah, je m'excuse, hein, parce que j'ai fait des essais tout à l'heure. Il faut s'abonner pour écouter. Mais en gros, l'idée, c'était de vous montrer que la même voix pouvait lire. Donc, on peut faire parler la voix avec plusieurs langues. Euh, donc voilà, il y a pas mal d'évolutions qui sont en train de se faire dans la partie voix artificielle, mais ce n'est pas encore suffisamment euh, avancé pour remplacer une voix humaine, surtout pour la lecture du livre audio. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que pour la littérature scientifique, pour des articles, on a beaucoup de livres audio qui sont utilisés, enfin, qui sont générés avec une voix qui sont produits via une voix artificielle. Mais par contre, pour les romans, pour la littérature jeunesse aussi, etc. Donc on n'en est pas encore là, mais à voir, donc à suivre pour voir où tout ça va nous mener. Voilà tout, je pense qu'on a fait le tour. Donc je vous remercie vraiment pour votre attention. Et si jamais vous avez la moindre question par rapport au livre audio, par rapport à ce qu'on a vu, donc ce slide vous sera envoyé, bien sûr, si vous le souhaitez,
Vous pouvez laisser vos contacts, vos coordonnées via le Google Form que Octavio vous a envoyé au début de la séance. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon mail. Et voilà, je serai ravie de répondre à vos questions. Et si vous êtes éditeur, vraiment, je vous encourage vivement à vous mettre à produire des livres audio parce c'est-à-dire pour faire vivre ce format, pour le voir fleurir en Afrique, on a besoin d'être plusieurs. Et je pense que enfin, l'avenir est garanti pour ce format. Il faut s'y mettre dès maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Voilà. Peut-être qu'on peut arrêter le partage, Zakia, si jamais. Oui, bien sûr. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation qui est très très claire. Alors moi je suis à Casablanca et je fais essentiellement des livres d'investigation journalistique. J'ai pas envisagé pour l'instant de développer du livre audio parce que on est quand même, j'avais été déjà très sensibilisée aux coûts de production qui était quand même assez exorbitant par rapport à la possibilité d'en faire quelque chose d'un projet économiquement viable. Mais je voulais voir un peu avec vous ce que vous pensez de l'articulation entre livre audio et podcast, parce qu'il y a, enfin, surtout dans le domaine du journalisme, il y a énormément de projets qui se développent avec des formats très très créatifs. Et moi, je me demandais dans quelle mesure, si j'avais envie de faire des livres augmentés, plutôt que de faire un livre miroir du texte écrit, de faire quelque chose de complémentaire par le biais du podcast, plutôt que de chercher à refaire finalement quelque chose qui serait plus pertinent pour une œuvre littéraire où là, on a un style, on a un imaginaire, et enfin voilà. Oui, donc bonsoir Kanouza. Et merci pour cette question. Et effectivement, c'est très intéressant de faire des podcasts, de réaliser des podcasts à partir d'un livre en papier, parce que c'est un contenu en plus qui vient s'ajouter, qui vient enrichir l'existant. Mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Moi, je dis toujours que le podcast, c'est le cousin du livre audio. C'est des cousins pour moi. C'est ces deux formats qui sont en train, vraiment même, je pense le podcast même encore plus que le livre audio, mais ça reste, c'est-à-dire pour moi, ça reste deux choses différentes, c'est-à-dire on peut, vraiment c'est un choix à faire. L'idée du livre audio, c'est, pour moi, c'est une alternative, c'est une solution pour donner l'accès au livre en papier pour des personnes qui n'ont pas le temps ou la possibilité de lire le livre en papier. C'est pour ça, au tout début de la séance, j'ai parlé du multitasking et donc j'ai parlé aussi donc des personnes à besoins spécifiques. Mais au final, le livre audio, c'est ça, c'est être fidèle au maximum au texte au texte du livre en papier, mais cela n'empêche pas d'avoir en plus de tout ça un podcast. Donc l'idéal serait d'avoir le podcast, le livre audio, le livre en papier, Les sous enfin qui vont avec. les sous qui vont avec, voilà. Mais, euh, mais, mais dans votre cas, par exemple, oui, je pense que si on va à choisir, c'est-à-dire, et si on a un budget limité, etc., et si on veut choisir, oui, c'est intéressant aussi d'avoir le podcast. Ça permet de découvrir le livre autrement. C'est encore plus enrichissant. Donc oui, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, vraiment. Merci. Je t'en prie. Et vous, à partir de la Tunisie, quelle est l'économie dans laquelle vous êtes pour ça? Parce que déjà, pour le papier, c'est pas tellement facile.
et que à notre connaissance aussi le livre numérique, enfin de ce que je connais au Maroc, je ne sais pas en Tunisie, mais j'imagine que ça ressemble un peu, mais ça existe, mais pas au format, enfin pas sous forme de marché. Est-ce que pour le livre audio, c'est en expansion? Alors, vraiment, on peine à démarrer, hein. C'est très difficile. Nous, pour le moment, on est, c'est-à-dire les livres audio qu'on produit, on essaie toujours d'avoir des financements pour pouvoir les produire. Donc, on les fait en collaboration avec des ONG, des fondations, etc. Après, il y a autre chose qui nous permet de faire vivre un peu le projet pour le moment. C'est donc nous on est une maison d'édition qui avons installé notre propre studio d'enregistrement dans notre maison d'édition pour réduire les coûts. Donc on va pas louer des studios et voir des studios d'enregistrement, mais on enregistre chez nous. Et donc ça nous permet aussi de proposer des prestations de services, c'est-à-dire on enregistre pour d'autres. Il y a pas mal de demandes, surtout c'est principalement des ONG qui demandent l'enregistrement de documents, des guides juridiques, des articles, etc., qu'ils mettent gratuitement sur leur site internet. Donc nous, on les enregistre pour eux et à partir de cette prestation de service, on arrive à avoir un mini budget qui nous permet de produire nos livres audio. Pour le moment, c'est comme ça qu'on essaie d'avancer petit à petit. Mais moi, je crois vraiment que c'est un travail de longue haleine, surtout dans des pays comme les nôtres. C'est-à-dire, pour moi, c'est important de commencer maintenant pour produire le maximum de contenu parce que dans 10 ans, je pense, et peut-être un peu plus tôt, je l'espère, je pense qu'il va y avoir un boom et là, on aura du contenu tout prêt et voilà, et ça va aller de plus en plus vite. Mais maintenant, voilà, faut essayer et c'est important de s'intéresser à ce format, en tout cas, vu son évolution ailleurs dans le monde. Donc, Merci. je t'en prie. Véronique, vous avez une question? Bonsoir Laurence, j'aurais une question si Véronique me... Ok, alors. Si j'avais une question, mais vas-y Annie. Vas-y Annie. Oui, en fait, c'est juste pour relayer la question des éditions Thanks du Cameroun pour savoir si, enfin, quel est le pourcentage qu'occupe la distribution ou les distributeurs dans la chaîne du livre numérique. Alors, c'est très varié, hein. Chaque plateforme a son propre pourcentage. Ça peut aller de 30% jusqu'à 70%. Ça peut aller, c'est-à-dire, c'est pour ça tout à l'heure j'ai dit il n'y a pas de règle, malheureusement. C'est pas encore réglementé. C'est pas. J'ai posé la question partout. J'ai été en formation il y a 2 semaines en France. J'ai vu un peu tout le monde, c'est-à-dire plusieurs acteurs différents du secteur. Et tout le monde me répond, j'ai même rencontré, c'est-à-dire j'ai été au CNL, par exemple, des structures vraiment qui travaillent sur ça, le CNL, le ministère de la Culture, etc. Et il n'y a pas encore euh, de règles claires. Et justement, c'est important d'essayer de protéger un peu les droits des auteurs, par exemple, qui reçoivent des fois des pourcentages minimes, alors que sans auteur, on n'a rien. Et, mais pareil, pour la distribution, c'est très variable, ça dépend des plateformes. Et je ne saurais pas vous dire, mais je pense aussi que ça dépend des éditeurs. Je ne pense pas que toutes les plateformes proposent les mêmes pourcentages à tous les éditeurs. Donc c'est après, il y a des négociations, hein, ça se négocie, c'est-à-dire il y a un contrat qui se fait au début et ça se négocie. Après, quand vous allez passer par un distributeur, pareil, donc les pourcentages, vous avez encore moins de marge. Mais ça se négocie, hein. Il y a pas de réponse euh, définitive. Merci. Je vous en prie. Moi, je voulais savoir, Kenza fait allusion au coût d'un livre numérique.
Donc, j'aimerais avoir une idée du coût pour toute la chaîne de production. Combien ça coûte et surtout combien ça prend de temps? Pour un livre audio, Oui, alors c'est très variable aussi, mais je vais prendre un exemple d'un livre. Alors, euh, En général, si on va prendre un lecteur qui n'est pas, c'est-à-dire un lecteur professionnel, parce que vraiment ce qui varie dans le coût du livre audio, c'est surtout le lecteur, hein. Il y a le lecteur, mais aussi l'univers sonore, c'est-à-dire le coût diffère beaucoup si on choisit de mettre de la musique, de faire des effets sonores. Et par contre, si on va choisir de produire un livre audio où il y a de la lecture uniquement, ça va coûter beaucoup moins cher. Un compositeur, c'est beaucoup de travail, c'est une autre dimension du livre. On parle même de livre audio augmenté. Donc les coûts vont changer. Mais en général, vous allez à un studio d'enregistrement, il va vous demander, il va vous dire, voilà, c'est 500 euros l'heure finie. Mais après, c'est très variable, hein. Là, je parle de prix vraiment. Et quand je dis heure finie, c'est-à-dire euh, l'heure d'enregistrement, montée, mixée, etc. C'est-à-dire un livre qui va faire 3 heures d'écoute, c'est 1 500 euros. À peu près, hein, mais pas, pareil, c'est comme les pourcentages, il n'y a pas vraiment de règles, mais pour vous donner une idée. Le plus important, c'est le cachet du lecteur et l'univers sonore. Après, nous, ce qu'on fait pour que ça soit vraiment réglementé, entre guillemets, les prix, on fait un calcul par nombre de mots, c'est-à-dire quand on reçoit comme les le piges. livre en papier, voilà, il y a un calcul qui se fait, c'est-à-dire à partir du nombre de mots, on peut avoir à peu près le nombre d'heures fini, D'accord. et à partir de ce nombre d'heures, on définit le prix. C'est comme ça qu'on travaille les devis. Et ça dépend des studios d'enregistrement aussi, hein. Il y a des studios vraiment beaucoup plus chers que d'autres. Voilà. Et Il pour y la a durée? alors dernière. Mhm. Non, Pour c'était la pour la durée, durée. alors pour la durée, en général, un livre, oui, pour la durée de production, en général, un livre qui fait dans les 350 pages, ça va prendre un mois de travail. D'accord. Mm. Quand Merci c'est une beaucoup. voix artificielle, ça peut prendre 2 jours. Ok. Je relais Zakia deux questions, enfin plusieurs questions Oui, remontées. Alors, la première de René Lanrezou depuis la Martinique, qui déjà vous remercie pour cette très intéressante présentation. Et j'en fais de même d'ailleurs, j'en profite. Merci beaucoup, c'était passionnant. je vous en prie. Alors, René Laure demande, je voudrais rajouter qu'il existe une maison, enfin précise, je voudrais rajouter qu'il existe une maison d'édition de livres audio en Guadeloupe qui s'appelle, le lien est dans le chat, Une voix, une histoire. Elle développe sa propre plateforme et a commencé à distribuer en Afrique. Donc là, c'est pas une question, mais c'est voilà, une information sur la Information. oui. C'est noté. Et je me permets, du coup, j'en profite, une remarque question aussi de Solange Landais, qui nous dit, je pense en effet que l'IA dessine de plus en plus les contours de notre futur. Et par rapport à cela, j'aurais deux questions. Quelle place occupera donc les comédiens en voix off? Et l'autre question, quelle stratégie adopter pour produire un livre audio intéressant pour quelle cible? Alors, oui, en effet, donc quand on voit l'évolution de la voix artificielle, on ne peut que se poser ces questions. Moi, personnellement, et ayant rencontré quelques professionnels qui travaillent sur la voix artificielle, euh, je pense que on est encore loin du remplacement de la voix humaine totale. Et même si, je ne sais pas dans combien d'années, plusieurs dizaines, je l'espère, même si on en arrive là, je pense que la voix humaine ne pourra jamais être remplacée. C'est un peu comme l'artisanat. Je pense que les livres audio lus par voix humaine
auront une valeur inestimable par rapport aux livres audio lus par voie artificielle. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y aura plein de livres lus. La production va se multiplier à une vitesse incroyable avec la voix artificielle parce que ça fait gagner énormément de temps. Mais pour les audiolecteurs, écouter un livre lu par une voix humaine et par un artiste qu'on connaît ou qu'on a connu, ou ça aura toujours un autre charme, une autre dimension, peut-être que le prix du livre audio par voix humaine sera beaucoup plus important que celui du livre audio lu par voix artificielle. Après, on peut pas, c'est-à-dire l'évolution est toujours là, et tant mieux d'ailleurs, il y a de la place toujours pour tout le monde. C'est-à-dire, je pense que peut-être qu'il y aura d'autres métiers qu'on va découvrir, d'autres formats. On verra bien. Sinon, la deuxième question, c'était quelle stratégie adopter pour produire un livre audio intéressant pour quelle cible? Alors, moi, je dirais que le contenu jeunesse est très prometteur, enfin, pour le livre audio, pour le format livre audio. C'est très demandé. Il y a énormément de parents qui demandent du livre audio, parce que justement, aujourd'hui, il y a des livres audio pour des bébés, pour des enfants qui savent pas encore lire, des enfants qui ont 2 ans, 3 ans. On peut avoir des livres audio pour ces âges-là, donc c'est intéressant. Et les parents sont toujours à la recherche de contenus qui font éloigner les enfants des écrans. Pareil, par exemple, pour des parents actifs, il y a le livre en papier qu'ils lisent, bien sûr, c'est un moment magique avec les dessins et tout, mais quand la maman est en train de cuisiner et que voilà, il y a personne pour garder l'enfant, etc., lui mettre un audio qui l'aide à développer son imagination et tout, ça peut être très utile. Donc moi, je dirais que commencer par du contenu jeunesse, ça peut être intéressant. Après, il faut avoir les moyens de le faire. Donc oui, et puis voilà, et par rapport au genre aussi, donc je disais tout à l'heure, les livres audio les policiers et les livres de science-fiction sont très très demandés en livre audio aussi. Voilà. Est-ce il y avait une autre question, je crois? Euh, Avez-vous un moyen pour protéger un livre audio dans notre propre site web? Donc, quel est votre site web? Je ne sais pas qui a écrit cette question. Aurélien, des Oui, éditions Sphinx au Cameroun. oui. Est-ce que tu veux préciser ta question, Aurélien? Allô? Bonjour, enfin bonsoir. Bonjour. Bonsoir, Zakia. Comment tu vas? Très bien. Oui, en fait, la question, je la pose parce que je suis en train de trouver les voies et moyens pour que, afin de nos jeunes maisons d'édition ici. Et nous avons plein d'idées qui bouillonnent. Et là, maintenant, j'ai tendance à vouloir faire des petits comptes, mettre à côté, puisque nous faisons des livres bilingues, français et là. Donc, je voulais savoir s'il y a un moyen de protéger le contrecarré au cas où on mettrait dans le site, histoire de faciliter peut-être le paiement, ou alors rien que la lecture uniquement sur la plateforme. Euh, je n'ai pas bien entendu, excusez-moi. Il y a beaucoup de sons, mais si j'ai bien compris, vous avez une plateforme, c'est ça? Non, non, je dis ceci, j'envisage de créer un site web. On se bat pour créer un site web. Une fois qu'il sera fait, nous aimerons mettre des audios, quitte à ce qu'on les vende. Mais maintenant, comment faire pour que les potentiels lecteurs le lisent uniquement dans le site, moyennant un montant, ou mieux qu'ils n'arrivent pas à les télécharger au cas où on décide de le faire, mais plutôt mettre des extraits. Alors, vous avez un site web et vous souhaitez mettre dessus des livres audio, c'est ça?
Oui, OK. Et vous demandez quelle est la meilleure solution pour protéger le livre audio? tout à fait. Oui, alors ça, je pense que il faut faire appel à un développeur qui pourra vous indiquer les meilleures solutions. Mais tout à l'heure, j'ai parlé des DRM, donc le verrou numérique. Donc, c'est une technologie qui est utilisée par certaines plateformes. Mais je sais qu'il y a d'autres solutions à part le DRM. Donc, je pense que l'idéal serait de faire appel à un développeur, enfin, ou le développeur qui vous a développé le site web, et lui demander de vous proposer une solution qui sécurise le fichier audio, justement. Parce que si vous allez mettre des fichiers audio directement sur le site, d'abord, ça va vous bouffer beaucoup d'espace, c'est-à-dire ça va pas être possible parce qu'un livre audio, c'est très volumineux. Et après, ça va pas être protégé, c'est-à-dire vous pourrez trouver le livre audio le lendemain sur YouTube disponible pour tout le monde. Donc, il faudrait vraiment veiller à voir avec votre développeur quelle est la meilleure solution. Mais je ne saurais pas vous en dire plus. Voilà. Merci infiniment, merci pour la Je réponse. vous en prie, je vous en prie. J'ai une question pour Zakia. Oui. Oui, alors tu as dans ta présentation fait mention de nombreuses initiatives, dont certaines dont certaines aujourd'hui elles ont disparu ou bien fait banqueroute. Moi, j'aimerais savoir éventuellement en termes d'investissement, combien est-ce que ça coûte d'investir dans un studio d'enregistrement de livres audio? Et en second, est-ce que tu penses que cet investissement-là, pour certains éditeurs qui fonctionnent déjà dans le classique, constituerait une barrière? Merci. Alors, c'est une bonne question. Par rapport à l'investissement, donc déjà, il faut savoir que pour enregistrer un livre audio, on n'a pas besoin d'avoir un studio d'enregistrement sophistiqué, parce que c'est juste l'enregistrement d'une voix. C'est pas, en général, les studios d'enregistrement qu'on connaît avec une grande table de mixage, beaucoup de matériel, etc. C'est des studios d'enregistrement qui sont faits pour enregistrer de la musique qui invite un groupe de musique où il y a plusieurs instruments, etc. Donc c'est assez complexe. Mais là, on parle de voix. Donc on a besoin uniquement de la voix. Il suffit d'avoir un micro, ce qu'on appelle un micro unidirectionnel, et d'une petite table de mixage toute simple, c'est-à-dire avec 4-5 boutons. C'est pas très compliqué. Après, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir un environnement acoustique idéal, c'est-à-dire d'arriver à créer, à avoir une cabine où acoustiquement la voix est vraiment feutrée, propre, pour créer cette intimité avec la voix du lecteur. Donc, pour investir dans la création d'une cabine, moi je dirais une cabine d'enregistrement de livres audio, pas un studio, une cabine voix, faudrait compter dans allez, on va dire, je sais pas, 3000 euros. 3000 euros, on peut avoir une petite cabine mais vraiment bricolé, hein, parce que on peut faire, il y a plein de tutoriels sur Internet qui vous montrent comment construire les caissons acoustiques, etc. Donc, on peut commencer par ça. Après, qu'est-ce qui fait la différence? C'est-à-dire comment, à partir de cette cabine voix qui est bricolée, entre guillemets, avec du matériel basique, comment arriver à avoir une qualité de livres audio, vraiment euh, une bonne qualité de livre audio, c'est l'ingénieur du son. C'est pour ça que tout à l'heure, en présentant les fiches métiers, j'ai dit l'ingénieur du son, c'est celui que j'appelle magicien.
Parce que l'ingénieur du son, il va venir, qui a été fait, il va le nettoyer, il va vraiment faire tout un travail de mise à niveau pour que après, il va créer toute une atmosphère aussi pour que après votre livre audio soit acceptable sur les plateformes. Parce qu'il faut savoir que il y a des plateformes, pas toutes, mais il y a des plateformes qui ont une charte. C'est-à-dire votre livre audio n'est accepté que s'il répond à une charte technique pour assurer la même qualité de l'audio sur tous les livres. On peut pas avoir sur une plateforme un livre avec des bruits parasites ou des bruits de bouche et un autre livre qui est d'une qualité supérieure. C'est important que tous les livres audio soient de la même qualité. Donc, euh, je pense que c'est bien d'essayer, si on est intéressé par la production de livres audio, c'est intéressant d'investir dans son propre studio d'enregistrement avec vraiment le basique. Mais après, le secret, c'est trouver le bon ingénieur du son. Vraiment, c'est le bon ingénieur du son et puis tout le travail de réalisation qu'on a tendance à négliger, mais qui est vraiment primordial. C'est euh, c'est ce qui va faire la différence après entre un livre audio qui est de qualité, qui réussit, et un livre audio qui reste sans succès. Voilà. Merci. Je vous en prie. Kenza, tu voulais poser une question? Ouais, j'ai une dernière petite question. Alors moi, c'est quelque chose qui me fascine parce que quand on voit le temps que ça prend, en fait, moi, je trouve qu'on lit beaucoup plus vite en papier que ce qu'on entend en livre audio, alors que avec les réseaux sociaux, on s'est habitué à des formats beaucoup plus courts et à une économie de l'attention qui s'est vraiment resserrée. Comme, à ton avis, comment ça se fait que ça a pris à ce moment-là? Euh, Écoute, en fait, le livre audio, ça se lit sur des mois, des fois, hein. C'est pour ça, tout à l'heure, quand j'ai parlé des abonnements, en général, les abonnements, c'est un crédit, c'est-à-dire un abonnement mensuel qui vous donne accès à un livre par mois. Et après, si vous voulez écouter d'autres livres, il faut payer en plus. Mais les audiolecteurs qui font des abonnements, en général, ils choisissent des livres très longs pour qu'ils puissent tenir pendant un mois. Donc, ça se laisse écouter. On peut écouter, par exemple, 10 minutes un jour et 3 heures le second jour quand on fait une longue route, par exemple. Donc, c'est vraiment le secret du livre audio, c'est vraiment d'avoir cet univers sonore et cette voix qui vous donne envie de remettre l'audio. C'est-à-dire, après avoir écouté 2 minutes, par exemple, ou 5 minutes, l'histoire doit nous tenir en haleine et cet univers sonore doit vraiment créer de nouvelles sensations, une nouvelle addiction même, je dirais, qui nous donne envie de continuer à écouter tous les jours, tous les jours. Des fois, on est comme un livre en papier, d'ailleurs, on est très triste de voir le livre audio finir, écouter un autre livre audio lu par le même lecteur. Donc, quand tu le vois nous plaît, on est souvent à la recherche de cette voix qui nous a accompagnés pendant plusieurs jours. Après, il y a aussi des initiatives qui marchent bien aujourd'hui, c'est les résumés par rapport au contenu court auquel on est habitué. C'est les résumés de livres, parce que les résumés sont libres de droit, donc c'est très facile. Donc des résumés audio, il y en a plein aussi, hein. Il y a des plateformes qui se mettent à faire ça, pour ceux qui veulent du contenu très court. Voilà. Zakia, j'avais une question par Oui. rapport à la voix artificielle. J'avais vu que la semaine dernière, OpenAI avait lancé son nouveau système de conversion de texte à audio, qui est impressionnant. Mais je pense que peut-être quelques années encore, ce qui va compliquer les choses avec la voix artificielle, c'est le fait que c'est assez complexe, j'imagine, de faire la post-production. Si jamais on trouve une coquille ou un mot étranger qui a été mal prononcé Oui. par la voix, je sais pas, peut-être c'est assez complexe de corriger tout ça. C'est beaucoup plus complexe Oui. au lecteur de relire ce passage.
Tout à fait, tout à fait, tout à fait. En fait, là, ça me revient. J'ai oublié franchement le nom du monsieur, mais c'est un Américain qui est producteur de livres audio. Donc, il travaille beaucoup sur les livres audio. Il y a une société qui s'appelle Deep Zen, donc DEEPZEN, qui a beaucoup qui travaille beaucoup maintenant et qui fait parler beaucoup d'elle par rapport à la voix artificielle et les livres audio. Et donc, ce monsieur-là, il a essayé, donc il est allé vers cette entreprise et il a essayé de travailler concrètement un livre audio et vraiment un roman via la voix artificielle. Et ce qu'il a dit, enfin, ce qu'il en a conclu, c'est que finalement, on est encore très loin. Surtout que le temps qu'il a passé dans les révisions et les corrections, c'est pratiquement le temps qu'il a cru gagner via la voie artificielle. Donc, ça revient au même. C'est aussi chronophage. Vu le nombre de coquilles et d'erreurs à reprendre et les erreurs, si on veut avoir vraiment une lecture proche de la voix humaine, c'est aussi chronophage qu'un enregistrement avec une voix humaine. Donc, il s'est dit au final, n'ayez crainte, on n'en est pas là, c'est encore très loin. Mais euh, l'évolution nous étonne tous les jours, donc je pense que même à ça, il va y avoir des solutions. On verra bien. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, euh, j'aurais une question. Oui. Bonsoir, Mouha. Bonsoir, Zaké. Tout d'abord, je te félicite pour le travail brillant que tu fais en Tunisie et à Merci. l'international. Merci beaucoup. Ma question porte sur l'adaptation qui se fait sur le manuscrit pour le travailler en livre audio. Euh, Est-ce que, par exemple, pour produire un livre audio, il est parfois possible d'envisager de faire un travail d'adaptation en sautant, par exemple, des passages ou en retravaillant les dialogues ou en entraînant des modifications sur le texte. Alors oui, bien sûr, tout est possible. C'est un peu comme ce que Kenza disait tout à l'heure par rapport au podcast. C'est un autre format. Je n'ai pas d'exemple précis de livres audio de ce genre, mais je sais qu'il y a des livres audio des livres, des adaptations de livres en papier où il y a des extraits choisis, par exemple. Mais après, une réécriture ou enfin, tout est possible, hein, et ça dépend c'est-à-dire ça dépend du choix de l'éditeur, de l'auteur. C'est un choix qui se discute avant la réalisation. Et une fois on se met d'accord, après on peut. Mais c'est toujours intéressant, hein, parce que c'est un format en plus. Par exemple, il y a juste pour donner une idée, mais souvent, c'est un travail qui se fait avant l'enregistrement, donc la fiche de réalisation que fait le réalisateur. Quand on a plusieurs notes de bas de page ou bien des graphiques, et ça, c'est surtout quand on a des livres plutôt scientifiques ou des guides juridiques ou autres. euh, on discute beaucoup avec l'éditeur et l'auteur de la lecture de ces graphiques et on réécrit carrément des paragraphes qui correspondent à ces graphiques ou bien les notes de bas de page, on les insère dans le texte et donc ça donne une nouvelle écriture du paragraphe, ça change tout. Et après, enfin, l'idée que tu proposes, oui, c'est tout à fait faisable. Je n'ai pas en tête un exemple, mais je suis sûre que ça se fait, hein. C'est aussi intéressant que l'enregistrement l'adaptation audio d'un livre tel qu'il est. Merci. Je Est-ce sais qu'il y a d'autres questions?
Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clôturer la session ou si... Ok. Bon, merci Zakia, c'était super, super intéressant et très, très utile Merci pour à vous. toutes les maisons d'édition. Et donc, lundi prochain, lundi 20 novembre, à la même heure, 5 heures de l'après-midi de Paris, aura lieu la table ronde sur la découvrabilité du livre africain francophone avec 4 experts et expertes invités. Donc, merci Zakia de nouveau et on se revoit tous et toutes lundi prochain. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, bye bye. Au revoir. À Merci bientôt. beaucoup et bonne soirée. Octavio, tu veux arrêter l'enregistrement peut-être?